Cerno. Une anti-enquête. Épisode 144. Le point de départ de ça, c'est que j'ai rencontré Sabrina à une réunion anti-commissaire. Et elle me disait, oui, moi je pense... Enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui pense que dans sa famille, il y a une victime non répertoriée de Paulin. Elle s'appelle Reine de la Mare. Et je lui dis, c'est fou parce qu'il y a quelques jours, en fait, j'ai consulté les photos du décès de Reine de la Mare, en fait. Mais comment ça ? Ça s'est passé il y a très longtemps. Elle s'appelait Madeleine, Hélène ou Marie. Ça ne me dit rien du tout. Ça ne me dit rien du tout. Non, ça ne me dit rien. Rien. Je n'en sais rien directement, moi, de cette dame. Elle a été tuée ? Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique. Plus personne ne se souvenait d'elle dans l'immeuble. Tout le monde s'en fout. Rien d'extraordinaire, quoi. Je vais faire un pot-au-feu. C'est pas vrai. Ça l'angoissait le noir. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Accroche-toi, Peter. On n'est pas agressé. Cerno. La vie comme une rivière. 3, 2, 1. En fait, moi, je fais un travail sur la mémoire du crime, dans le cadre de recherches un peu généalogiques. Et en fait, j'ai effectué des recherches, j'ai fait des demandes d'accès à des dossiers à travers des dérogations aux archives de police pour consulter en fait tous les dossiers de crimes de femmes non élucidés sur une période que je me suis définie parce que c'est à la fois ancien mais aussi contemporain, donc de 80 à 83. Et en fait, le hasard de la rencontre avec Sabrina a fait que les photos de l'homicide de Reine de la Mare, je les ai consultées en fait quelques jours avant. Et donc je dis vraiment, c'est fou, la coïncidence, quoi. Voilà. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'es chercheuse ou qui t'emploie ? Alors en fait, à la base, je suis éditrice et je suis en reconversion vers la généalogie depuis plusieurs années. Là, cette année, je suis en train de terminer un diplôme de généalogiste parce que en fait, moi, j'accompagne des gens depuis quelques temps. Ça va le café ? Très bon. C'est pas moi qui l'ai fait. Et donc en fait, je travaille encore dans l'édition. Mais j'accompagne des gens depuis quelques temps et je suis en train de terminer ma formation de généalogiste. Et là, en plus de ça, en parallèle, je fais un travail un peu personnel, mais lié à ce travail-là, sur, dans les familles, la mémoire alors ce qu'on appelle, et je crois que tu en as déjà parlé longuement, en fait, la mémoire des malmorts qui s'incrustent un peu dans les familles. Et je travaille beaucoup, moi, sur un peu ces deux thèmes-là, en fait, le thème du suicide et le thème des crimes non élucidés, en fait. Voilà. La malmort, j'en ai parlé il y a très longtemps. Ce sont des morts violentes. C'est un terme qui est assez ancien. C'est un terme qui date du Moyen-Âge, en fait. Il n'y a pas forcément une définition contemporaine, je pense. Mais c'est une mauvaise mort, quoi. C'est une mort violente. Une mort par accident ou un crime. Oui, alors, globalement, pour moi, c'est ça. Ce sont des morts soit violentes, soit injustes, soit inexpliquées, qui laissent des traces dans la mémoire. Mais la question, c'est pourquoi tu travailles là-dessus ? Pourquoi tu travailles sur ces questions ? Eh ben, en fait, moi, mon attrait dans la généalogie, elle s'est un petit peu faite comme ça à l'origine. Alors, enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'au début, c'est ma mère qui m'a dit tiens, j'ai vu sur Internet que, en recherchant le nom de ma grand-mère, je suis tombée sur une page de généalogie où j'ai vu un nom d'une sœur à elle que je connaissais pas. Est-ce que tu peux, toi qui aimes bien chercher, est-ce que tu peux chercher, me dire qui est cette... voilà. Et donc j'ai commencé à chercher pour faire plaisir à ma mère. Donc de son côté à elle, effectivement, je lui ai trouvé deux sœurs à sa grand-mère dont elle ne connaissait pas l'existence, dont elle n'avait jamais entendu parler. J'ai un peu exploré ma branche familiale du côté maternel. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'avais laissé de côté pendant longtemps, à travers ces recherches généalogiques, un nœud un petit peu, moi, dans ma famille. Alors, en fait, moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, mon père est décédé par suicide. Et en fait, on vivait dans un appartement où, en fait, une dame s'était suicidée également avant qu'on emménage. Et moi, j'étais petite, j'ai toujours su qu'il y avait cette dame qui s'était suicidée dans la salle de bain de mon appartement.
Et chaque fois que je prenais mon bain, je pensais à cette dame que je ne connaissais pas, dont je connaissais même pas le nom en fait. Et je l'imaginais dans la salle de bain morte, quoi. Voilà. Et ça a un petit peu hanté mes bains quand j'étais jeune. Et quand mon père s'est suicidé, quand j'avais 14 ans, j'étais convaincue de façon un peu irrationnelle que c'était un petit peu la mémoire de cette dame qui avait habité les lieux et qui avait influencé mon père dans son geste, en fait, dans son acte. Voilà. Et en fait, 10 ans après la mort de mon père, mon grand frère, mon frère aîné, est décédé également par suicide. Et à ce moment-là, j'ai appris par ma mère que, en fait, la grand-mère de mon père, la grand-mère maternelle, était aussi décédée par suicide. Et en fait, c'est une femme dont on n'avait jamais entendu parler. Moi, j'étais même pas au courant de son existence, à part que je me souvenais bien que mon père avait 2 grand-mères, mais je savais pas qu'elle était morte, quand elle était morte. Et à ce moment-là, j'en ai pas su plus. Mais à me dire, tiens... En fait, quand il y a un deuxième décès par suicide dans une famille, on a l'impression que la foudre tombe 2 fois au même endroit. En fait, on se dit c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vraiment pas compris et on s'imagine pas que ça puisse arriver de nouveau en fait. Et là, d'apprendre qu'il y avait un 3e décès par suicide, ça a été un coup de tonnerre et en fait. Au fond de moi, j'ai toujours eu besoin d'en savoir plus sur cette dame, mais en laissant ça de côté pendant des années, quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler en généalogie et à faire un petit peu tout l'arbre généalogique de ma mère, il y a un moment, je me suis dit, en fait, est-ce que tu t'éloignes pas d'un autre sujet important ? Et est-ce que il faudrait pas que tu démêles aussi les fils de cette histoire ? Et donc, j'ai fait des recherches, j'ai enquêté sur cette arrière-grand-mère, donc c'était mon arrière-grand-mère du côté paternel, pour essayer de savoir qui elle était déjà, quand elle était morte, qu'est-ce qui s'était passé, d'autant que quand j'ai commencé à me renseigner dans la famille, moi ma mère m'a donné une version de son suicide, en m'expliquant qu'on avait retrouvé son corps dans les jardins de la Tour Saint-Jacques à Paris, et qu'elle était morte d'une certaine façon. Et moi... alors ça, je préfère pas forcément le dire, parce que c'est très particulier finalement. En fait, c'est un vrai sujet. Dans le combat contre le suicide, en fait, moi je pense que c'est bien, c'est pas moi qui pense que c'est bien, en fait. Ça veut pas dire comment les gens se sont suicidés, c'est ça ? En fait, il vaut mieux éviter de le dire. En fait, c'est bien de parler du suicide, mais pas forcément de donner des détails scabreux et tout. Alors en suicide, on parle de l'effet Werther. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a pu constater... Alors, ça donne des idées aux gens ? Voilà, ça ouvre des portes en fait, ça donne des idées aux gens et on a pu constater qu'en fait quand on parle de suicide dans les médias, dans la presse, quand il y a des gens connus par exemple qui décèdent par suicide, il y a un vrai travail à faire de traitement de l'information parce que, alors l'exemple le plus connu je crois, en tout cas par notre génération, par exemple c'est Kurt Cobain. Quand il est décédé à l'époque, en fait en France... les médias ont beaucoup détaillé la façon dont il est décédé. Ils ont donné un peu tous les détails scabreux, etc. Et il y a eu en France un pic de suicide, en fait, parce qu'il y avait aussi beaucoup de... Il y a ce risque-là aussi, quand ce sont des gens connus, des gens auxquels les jeunes s'identifient, etc. Et en fait, il faut qu'il y ait effectivement des messages de prévention, parce que voilà, il peut y avoir un vrai effet de reproduction. Et donc, je crois que c'est pas je crois parce que c'est pas moi qui définis ces règles-là. En fait, ce sont vraiment des conseils qui sont donnés pour accompagner les gens qui parlent de suicide. Donc, tu me disais que Kurt Cobain, il y a eu un pic. Oui, il y a eu un pic en France. Et par exemple, je crois pas aux États-Unis parce que aux États-Unis, la façon de traiter l'information et de présenter le suicide et de parler du suicide, ils ont beaucoup moins parlé de la façon dont il s'était donné la mort, etc., et les effets n'ont pas du tout été les mêmes. Et donc, il faut faire très attention, en fait. Donc, il faudrait presque que là, on donne un message de prévention. Exactement. Qui serait ? Alors là, j'improvise complètement, mais... qui serait qu'en fait, si les gens ont des pensées suicidaires, qui sont pas bien dans leur peau, etc., il y a un numéro d'appel quand on a besoin d'aide, je crois que c'est le 3114. Mais en fait, j'ai peur de dire des bêtises, donc je vais vérifier tout de suite. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. C'est le numéro national de prévention du suicide, le 3114. Et donc, il faut pas hésiter, parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont formés pour nous écouter, passer du temps, et
Il ne faut pas hésiter à appeler ces numéros-là parce que ce sont des numéros gratuits qui sont mis en place et sont des professionnels qui peuvent nous prendre en charge. Et donc voilà. Je constate que quand tu parles, tu emploies l'expression « était décédé par suicide » au lieu de dire « s'était suicidé ». Oui, ouais. C'est possible, ouais. Mais... C'est presque comme si la personne en question avait pas forcément choisi, mais avait été agie. Alors ça, c'est hyper intéressant comme question parce que moi, quand mon grand frère s'est suicidé, on avait mis un article dans Le Monde avec ma mère et mon autre frère pour dire il a choisi de nous quitter. Et en fait, moi à l'époque, je trouvais ça en fait vachement bien d'assumer quelque part, de pas se cacher derrière la honte et de dire ce qui s'était passé, de dire qu'il s'était suicidé, en fait, de le dire et de. Qui s'est donné la mort, quoi. Voilà, qui s'est donné la mort. Mais est-ce qu'il a vraiment choisi ? Eh ben exactement, sauf que j'ai découvert en travaillant beaucoup sur le suicide qu'en fait le suicide c'est jamais un choix. Et en fait, nous on avait l'impression d'utiliser les bons mots à l'époque. Et en travaillant beaucoup sur le suicide ces derniers temps, j'ai découvert qu'en fait, on ne pouvait jamais dire que le suicide constitue un choix. Tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. Et du coup, c'est étonnant parce que parfois, on a l'impression de faire bien, mais en fait, on se trompe. Mais c'est pas grave, hein, on se trompe tous dans la vie. Et c'était une belle leçon parce qu'en fait, non, il n'a pas choisi de nous quitter parce qu'il n'allait pas bien et qu'il y a plein de facteurs qui ont fait que c'est pas une fatalité. En fait, le suicide, c'est jamais une fatalité. Il y a toujours en fait des solutions. C'était peut-être moins le cas à l'époque. Mais il y a beaucoup de solutions de prise en charge aujourd'hui, hein, même si le système n'est pas parfait, bien sûr. Mais les gens qui vont pas bien, les gens qui ont des problèmes de santé mentale ont des solutions qui s'offrent à eux et il ne faut pas hésiter à regarder ce que la société, le système nous propose, etc. Et c'est vrai que le choix des mots est très important, comme tu le dis. Alors je crois que quand je dis décédé par suicide, c'est peut-être aussi pour éviter de faire des erreurs de ce type-là et de ne pas faire d'approximation, parce que je sais que ce terme-là, il pose pas de problème en fait. Alors, on en était à ton arrière-grand-mère qu'on a retrouvée au pied de la tour Saint-Jacques. Donc, quels sont les éléments que tu as pu exhumer ? Alors, ce que je disais, effectivement, c'est... Quand j'ai commencé à faire des recherches à son sujet, il y avait 2 versions qui circulaient sur sa mort. Alors, toujours au pied de la tour Saint-Jacques. Alors, ma mère m'a donné une version, un cousin m'a donné une autre version. Alors, ce qui est étrange, c'est que ça venait de la même personne, ma grand-mère paternelle. Mais en fait, c'était pas la même façon de se donner la mort. Donc, ça crée beaucoup de mystères. Et donc, j'ai eu besoin un petit peu de faire des recherches et d'enquêter, de savoir vraiment ce qui est arrivé parce que... je me suis vraiment posé des questions, parce que les versions étaient divergentes. Donc... Très, très divergentes. En tout cas, c'était pas la même façon de mourir, quoi. Je sais pas comment le dire, parce que tu vois, j'ai peur de me tromper à chaque fois dans le choix des mots quand on parle de suicide. Mais voilà, c'était pas le même. Et donc au point qu'en fait, à un moment, on se dit, tiens, mais est-ce qu'elle s'est vraiment suicidée ? Est-ce que finalement, ça cache pas quelque chose de plus sombre ? Et j'avais même envisagé peut-être que quelqu'un l'a tuée et que, en fait, du coup, quand les versions sont divergentes, on s'imagine un peu tout et n'importe quoi. Et donc voilà, je fais des recherches, ça a été long, compliqué. Alors le premier truc que j'ai découvert, c'est qu'elle était décédée 6 mois après la naissance de mon père. Son premier petit enfant, en fait. Caramel qui vient te solliciter. Parce qu'il a faim, parce qu'il mange à 18h tous les jours. Vas-y. Non, mais il est 17h30, il va attendre. Ah, bah oui, non, Caramel. Non, mais Sophie, je vais lui donner à manger tout de suite, comme ça. Ouais. Et donc, moi, je connaissais ni son nom, cette dame, ni son âge quand elle est décédée, ni la date de sa mort. Et en commençant mes recherches, j'ai découvert qu'elle était décédée en janvier 49, soit 6 mois après la naissance de mon père, qui est né en 48, quoi. Voilà. Et je me disais, mais c'est incroyable, en fait, elle s'est suicidée. Et le fait d'être jeune grand-mère, pour la première fois, ça n'a pas compté pour elle. Dans ce passage à l'acte, en fait, ça n'a pas compté. Donc, ça a été ma première conviction dès le début. Voilà, en ayant juste cette date de décès, quoi. Et en fait, j'ai continué à faire mes recherches. Ça a été compliqué au début, parce qu'au début, on m'a dit, non, vous n'allez pas retrouver là-dessus. J'ai eu plusieurs portes fermées. Finalement, j'ai fini par retrouver, après, on va dire, plusieurs mois d'investigation. J'ai déjà eu la confirmation que c'était un suicide, dans un premier temps.
Et ensuite, j'ai réussi à retrouver le dossier d'enquête sur sa mort, en fait. Le dossier ouvert par le parquet pour enquête sur les causes de la mort, classé ensuite sans suite dans un cas de suicide. Mais il y a toujours une enquête qui est ouverte. Moi, je n'imaginais pas que ça puisse être conservé aussi longtemps. Et en fait, donc j'ai retrouvé le dossier qui détaillait les circonstances de sa mort. Jusqu'à, dans ce dossier-là, il y avait sa lettre d'adieu, en fait. Il y avait sa lettre d'adieu. Voilà. Dont la famille n'avait pas eu connaissance, peut-être. Alors, je ne sais pas, parce que c'était vraiment la lettre écrite de sa main à l'époque, qui a été conservée donc, aux archives départementales. Et donc, j'imagine que sa famille a su qu'elle avait écrit une lettre, qu'on lui a peut-être lu cette lettre à la police, au commissariat, quand ils ont été convoqués. Et on ne l'a pas donnée. Mais on ne leur a pas donné. Et aussi, c'est qu'ils ne l'ont pas réclamé, a priori. Parce qu'on peut obtenir ce genre de document si on en fait la demande, ou peut-être qu'ils ont demandé une copie, c'est possible, mais je ne pense pas, parce que c'est noté généralement dans les dossiers. Quand il a mangé, il va jouer après. Il a déjà tout mangé ? Et donc cette lettre d'adieu, où elle explique un petit peu toutes les raisons de son geste, en fait, et la période très compliquée par laquelle qu'elle traversait à ce moment-là, quoi. Ah, il fait le foufou, là. Il fait le foufou. Tant mieux, tant mieux. Donc elle me donne le dossier, je le consulte, je lis intégralement, et à la fin, donc il y a tous les témoignages, il y a les rapports médicaux, légaux, il y a les procès-verbaux d'intervention des policiers, etc. Et à la fin, je me rends compte qu'il y a cette lettre d'adieu, que je lis. Et en fait, pour résumer les choses, elle explique à quel point c'est dur pour elle, parce que son mari est une sorte d'enflure, un tortionnaire qui la battait sûrement, mais c'est pas dit dans le dossier, mais voilà. Et qui la laissait pas sortir, qui voulait pas qu'elle vive un peu sa vie, et qui l'empêchait de sortir, d'avoir une vie indépendante. Il était malade, et d'ailleurs il est mort pas longtemps après d'un cancer de l'estomac. Et il l'empêchait de sortir, il l'empêchait de tout. Elle était prisonnière. Elle était prisonnière. Et en fait, à la fin de sa lettre, elle dit « Moi, je n'en peux plus de ne plus vous voir », parce qu'elle s'adresse dans sa lettre d'adieu à ses enfants. Et je n'en peux plus de ne plus voir mon petit-fils qui vient de naître. Et en fait, ça m'a bouleversée quand j'ai lu cette lettre, parce que je n'imaginais pas qu'elle parle de lui. En fait, ça m'a bouleversée qu'elle parle de mon père, en fait, et que ça a été une des raisons de son mal-être profond, c'est qu'elle ne pouvait pas voir son petit-fils qui venait de naître. Et en fait, moi, mon tout premier réflexe, quand j'ai connu la date de sa mort, c'est que je me suis dit, elle s'est suicidée alors qu'elle venait d'avoir un petit-fils. Elle s'est suicidée alors qu'elle venait d'avoir un petit-fils. Ça n'a pas compté, ça n'a pas influencé pour qu'elle reste parmi nous, quoi. Et en fait, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire comme quoi, en fait, parfois, il y a des dates, documents qui peuvent nous donner une mauvaise impression. Enfin, c'était une interprétation fausse des choses. Parce que moi, je me dis, tiens, ça n'a pas compté. Alors qu'en fait, c'était tout l'inverse. Elle pouvait pas voir son petit-fils alors qu'elle venait d'être grand-mère. Et donc, ça a été beaucoup de douleur pour elle. Elle exprime toute cette douleur dans cette lettre d'adieu, quoi. Voilà. Avant que tu me parles de cette lettre, j'avais envie de te poser une question. C'est, est-ce que le fait d'avoir mené cette recherche t'a libérée, toi ? Alors, moi, énormément à plein de points de vue, parce que j'ai aussi, du coup, en parallèle, mené une recherche sur cette dame qui était morte dans mon appartement quand j'étais petite, l'appartement où on a grandi avec ma famille. Et le fait de comprendre ce qui est arrivé à ces deux personnes qui ont un peu hanté mon histoire familiale et mon enfance aussi. Alors mon arrière-grand-mère, j'ai su après, en fait, j'ai su quand j'avais 25 ans qu'elle était morte. Mais ça m'a libérée, c'est peut-être un petit peu le mot, et aussi ça m'a permis de devenir un peu actrice de tout ça, de pas subir en fait des informations, de pas être accablée par des informations, et on va dire, alors de prendre la main, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais de devenir actrice de quelque chose en fait, et déjà de leur redonner une existence, parce que souvent les personnes décédées par suicide, elles sont souvent dans la mémoire familiale résumé à ça. Parce que c'est tellement douloureux, c'est d'une violence pas possible,
de décéder par suicide et aussi dans une famille de vivre ça. En fait, il y a quelque chose de tellement énorme qu'on n'arrive pas forcément à se souvenir de la personne, de son vivant, quoi. Enfin voilà, c'est compliqué, ça prend le dessus surtout. On appelle une malmort, on en parlait tout à l'heure, quoi. Et donc, ça permet énormément de choses. Pour moi, justement, la recherche généalogique dans les cas de suicide dans les familles, c'est un outil hyper puissant pour moi, pour prendre la main, en fait, sur quelque chose qui nous accable, en fait, et sortir d'une certaine forme de passivité. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Et je me demande aussi si c'est pas aussi un moyen pour mettre un terme à l'épidémie de suicide dans une famille. Alors, j'espère. Mais en fait, c'est un petit peu ça aussi. C'est qu'en fait, la première raison de ma démarche à la base, c'était de se dire, est-ce qu'on a une malédiction familiale, en fait ? Un premier suicide, un deuxième, j'apprends un troisième. Et plus la salle de bain. Voilà, plus la salle de bain. Et en fait, en faisant des recherches, j'ai appris qu'il y en avait d'autres, hein, mais voilà. Et dans cette branche-là, j'en ai pas trouvé d'autres dans la branche paternelle de mon père, mais dans la branche maternelle de mon père, j'en ai trouvé d'autres. Et en fait, au début de ma quête, c'était de me dire, est-ce que y a une malédiction ? Enfin, même si je ne crois pas à ça. Et justement, non, en fait, ça permet en fait de resituer ces suicides aussi dans un contexte sociologique, historique, d'aller au-delà de l'histoire individuelle. Pour moi, c'est un outil hyper puissant et justement, mais tu as tout à fait raison sur cette pensée autour de la malédiction, parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui peuvent nous voir comme ça, en fait. Hein. Quand tu dis que tu as eu 2 suicides dans ta famille, les gens te regardent un petit peu comme la sorcière du village, quoi. Hein. Enfin, c'est assez étonnant, parce que ça fait peur aux gens, ça les rebute, quoi. Et je me demande si c'est pas aussi une façon d'affronter la douleur, parce que sinon la douleur, elle demeure intacte, elle se fige, et peut-être que ça crée une espèce d'environnement suicidaire dans la famille. Alors, tout à fait également, c'est-à-dire qu'en fait, autour du suicide, il y a beaucoup de tabous, on en parlait tout à l'heure, même si en fait il faut choisir les mots qu'on va utiliser pour parler de suicide. Il faut en parler, il faut vaincre ce tabou-là, parce que le silence, pour moi, il est terrible, en fait. Enfin, le silence est dangereux, et donc il faut le combattre. En fait, je pourrais t'énumérer 1000 raisons pour lesquelles je pense que c'est un outil incontournable, la généalogie, quand on a des événements comme ça, absolument tragiques dans la famille. Et aussi, moi, par exemple, en famille, ça a été l'occasion de beaucoup de discussions. En fait, les recherches que j'ai pu mener, je les ai partagées en famille, on en a énormément discuté. Ça a permis de parler des disparus, ça a permis de parler du contexte, de comment chacun avait pu se sentir à l'époque, comment il le vivait ensuite. Ça a été... ça libère, quoi. Ouais, ça libère, ça a été l'occasion d'un dialogue, de parler d'autres choses aussi, finalement. Et ça a été une vraie ouverture sur des discussions hyper importantes qu'on n'avait jamais eues. Donc oui, moi je pense que c'est un outil hyper puissant. Et depuis, j'ai eu plusieurs demandes autour de moi pour faire des recherches. Une personne qui va me dire, ouais, moi mon grand-père, je sais qu'il est décédé par suicide, mais je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas ce qui s'est passé. Ma mère, elle veut pas m'en parler. Il y a un tabou absolu. Et moi, je me sens pas bien et j'ai peur. Tu vois, des gens qui viennent te voir en disant des trucs comme ça. Et en fait, il y a plein de moyens à disposition pour déjà, parce que le tabou sur le suicide, déjà, c'est savoir en fait ce qui s'est passé pour beaucoup dans les familles. Savoir ce qui s'est passé. Alors même si, en matière de suicide, on peut pas dire, tiens, voilà, la personne s'est suicidée pour telle et telle raison, etc. C'est impossible, ce sont plein de facteurs, mais il y a des éléments qui peuvent un peu éclairer les choses. Mais en tout cas, savoir un peu ce qui s'est passé, etc. Et ça peut être à travers les recherches, mais aussi les témoignages familiaux. Parfois, les gens n'arrivent pas à faire parler des gens de leur famille. Moi, j'ai pu aider à ça parfois, voilà. Justement, en t'écoutant, je me dis, mon arrière-grand-père s'est suicidé. Et alors, je l'ai appris en interviewant mon grand-père, quand je débutais à la radio. J'avais voulu l'interviewer. Et j'étais la deuxième personne à qui il le disait, après ma grand-mère, parce qu'il avait honte de dire que son père s'était suicidé. Mais c'était, je pense, dans les années 40. Tu penses qu'il y a des choses à retrouver ? Il y a toujours des choses à retrouver, en fait. Il y a toujours... Et tu sais dans quelle région c'était ou C'était à Aix-en-Provence. Écoute,
Je vais te dire ça. Ouais, avec grand plaisir. Moi, je regarderai ça très rapidement, avec plaisir. Avec plaisir, parce que c'est un petit peu une facette de mon métier de généalogiste aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens sur ce sujet-là en particulier. Coralie, j'ai des frissons en t'écoutant parler, parce que déjà, je suis désolé pour tout ce qui t'est arrivé, tous les suicides dans ta famille, mais aussi parce que j'ai l'impression que tu t'es trouvé. J'ai l'impression que tu as trouvé ta place. Et à un moment, je me disais, c'est bizarre, est-ce que je vais faire de ces malheurs-là un petit peu ma voie professionnelle ? Je ne sais pas si ça sera le cas entièrement, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est passionnant et c'est hyper enrichissant de travailler avec des gens qui ont vécu un peu les mêmes choses. On peut aussi en parler en toute... là, par exemple, je travaille sur la généalogie d'un jeune homme, alors lui, qui est danseur, et qui est en train de préparer un travail autour de sa famille, dont en fait, alors lui, son père est décédé par suicide. Ses 3 oncles, les 3 frères de son père sont décédés par suicide. Et ses grands-parents, donc les parents de ces 4 hommes qui sont décédés par suicide, sont aussi décédés par suicide. De 1976 à 2018, il y a eu 6 décès par suicide dans sa famille. Et en fait, ce qu'on se disait tous les deux, parce que du coup j'ai refait sa généalogie, on a travaillé ensemble, et du coup on a parlé longuement de ce qui était arrivé, moi je lui ai expliqué aussi pour... Et en fait on se dit, tiens, on n'a pas de problème à se parler tous les deux, on peut même en plaisanter un petit peu, parfois avec beaucoup de second degré, etc. Et donc c'est libérateur pour lui comme pour moi en fait, de pouvoir aborder ces sujets. Et donc je sais pas si je me suis trouvée, et pour en revenir à ce que je disais au début, parce que je digresse énormément, c'est que en fait au début je m'étais dit, mais tu vas pas... travailler sur ce sujet aussi dramatique qui a plombé ta famille, etc. Mais en fait, je pense... en fait, c'est ce qu'il faut. Je crois qu'à un moment, il faut se retrousser les manches. Et, toi, tu disais, tu sais pas pourquoi tu parles de ces vieilles dames qui sont mortes à Paris dans les années 80. Et, même si on ne sait pas pourquoi. Ou voilà, en tout cas, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui se mobilisent, par exemple, sur le suicide. Mais en fait, il faut qu'il y ait des gens qui prennent ces sujets... à bras-le-corps, et effectivement je préfère essayer de comprendre au maximum tous les enjeux, comprendre de quoi on parle, plutôt que de subir quelque chose et de subir des choses dramatiques sans vraiment les comprendre. Et ouais, j'ai besoin d'aller au bout de ma compréhension de ce sujet, quoi. T'as l'impression de réparer, de guérir ? Ouais, un petit peu. Par exemple, tu vois, cette dame qui s'est suicidée dans ma salle de bain, elle a hanté ma jeunesse et même au-delà. Et en fait, à partir du moment où j'ai lu tout le dossier autour de sa mort, que j'ai compris qui elle était, sa vie, si elle était mariée ou pas, ce qui lui était arrivé, quel était son contexte psychologique, etc. Il y a eu un vrai apaisement, par exemple. Il y a eu un vrai apaisement. Pour toi ? Ah ouais, énormément. En fait, c'est plus un fantôme qui vient hanter mes nuits. Voilà, ça m'a beaucoup apaisée par rapport à sa mémoire à elle. Et après, en ce qui concerne les suicides dans ma lignée familiale, sans aucun doute, moi, ça m'a énormément apaisée. Ouais. Et aussi, c'est l'occasion de parler d'eux, de parler de mon frère, de mon père, qui sont décédés très jeunes. Enfin voilà, de parler d'eux, de pas les oublier. Eh ben... Qu'est-ce que tu regardes ? Tu regardes l'heure ? Une photo de mon frère. Non, c'est... Ah, vas-y. Voilà, tu vois, là-haut, tu vois, c'est mon frère avec des copains, c'est moi devant avec un pull rose. Et tout à droite, avec un pull rose foncé, c'est mon grand frère. Il y a mon autre frère qui est là, lui. Il a 3 enfants aujourd'hui. Ça, c'est 3 copains de... C'est une photo d'ailleurs au moment du décès de mon père. En 92. J'avais 14 ans. Une photo sur l'étagère. C'est beaucoup de souffrance. Ouais, mais oui, on est passé par des moments très sombres en famille, c'est sûr. T'as beaucoup souffert en fait. Ouais. Enfin, ouais, j'étais... Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, beaucoup de tristesse, quoi. Beaucoup de tristesse. Et ça va mieux maintenant ? Oui, non, ça va mieux, tu vois, je suis beaucoup plus... C'était il y a très longtemps. Bah oui, non, ça va mieux. Après, c'est vrai que c'est toujours triste quand t'as des gens... les gens qui meurent jeunes aussi, enfin voilà, les gens qui meurent jeunes, il
une injustice, ils sont plus là alors qu'ils devraient être là, ils sont plus là à partager des moments familiaux, à vivre des choses. Voilà, t'as toujours une pensée pour eux. Et effectivement, la violence du suicide ajoute quelque chose d'injuste et dramatique, quoi. Et t'as aussi la dimension, pendant des années, de qu'est-ce que on aurait pu faire. Enfin, tu vois, y a cette dimension de culpabilité qui est incontournable quand t'es un proche de quelqu'un décédé par suicide, où tu te refais le film, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu dire, qu'est-ce qui aurait pu changer. Mais après, c'est à la fois du passé, je vis pas avec mes morts tous les jours, tu vois, mais je les oublie pas, et je pense que en fait, plus on peut travailler pour éviter des suicides dans notre société, plus il faut se mobiliser, quoi. Chacun son combat. Donc il y a Caramel qui est couché à côté de moi sur le canapé. Et il dort. Il digère. Et donc, quelques jours avant la réunion d'anticommissaires, tu disais que tu avais vu les photos du meurtre de Reine de la Mare. À suivre.